Quand je suis rentrée de Jaipur, je n'étais plus la même. J'avais quitté la France avec des croquis griffonnés, des économies serrées dans ma poche et cette petite boule en ventre de tout risquer sans garantie. J'y ai laissé mes dessins, mon argent et j'ai pris le pari de croire à une promesse. À mon retour, quelque chose s'était aligné. Je savais ce que je voulais. Ce n'était plus une idée vague, un bricolage qui mélange tout. Non, c'était clair. Je voulais créer une marque de bijoux premium. Et surtout, je voulais que ces bijoux portent quelque chose de plus grand qu'eux. Des histoires, des symboles, des légendes. Premium. Ce mot peut sembler galvaudé, mais pour moi, il a un sens très concret. Ça commence par la matière. Je ne voulais pas de bijoux éphémères. Je voulais de la tenue, de la solidité, de la noblesse. Alors j'ai choisi l'argent 925. Je voulais de la dorure qui résiste, pas celle qui s'efface au bout de 2 semaines. Alors j'ai choisi le vermeil. Un standard exigeant que seules les vraies maisons respectent. Et pour donner encore plus de brillance et de protection, j'ai opté pour l'argent rôti. Parce que je voulais que mes bijoux traversent les années, qu'on puisse les transmettre, qu'ils deviennent des témoins de vie. Au début, j'ai commencé avec des pierres fines, des quartz, des améthystes, des topazes. J'apprenais, je testais. Mais très vite, mon regard a glissé vers des pierres précieuses, le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir. Ces pierres qui ont traversé les siècles, qui ont fait rêver des reines et des voyageurs et qui portent en elles une mémoire universelle. Je voulais que Satine incarne ça, une élégance rare, pas un bijou qu'on met, qu'on oublie, mais un bijou qui reste, qui accompagne et qui protège. Et puis, il y a eu mes totems. Dès le départ, je savais que Satine ne pouvait pas être une marque comme les autres. Je n'avais pas envie de faire de jolis bijoux pour la vitrine. Je voulais des pièces habitées, des bijoux qui portent une histoire, une mémoire, une énergie. Le premier, évidemment, c'est le dollar des sables, cet oursin plat aplati que je ramassais enfant en Côte d'Ivoire, puis en Guadeloupe. Pour beaucoup, ce n'est qu'une coquille blanche, fragile, qu'on trouve parfois sur le sable. Pour moi, c'est un talisman. C'est l'abondance, la chance, la mer qui offre un cadeau inattendu. Chaque fois que j'en trouvais un petit, j'avais l'impression d'avoir reçu un secret. C'était mon trésor. Et en le transformant en bijou, j'ai voulu partager ce trésor-là. Puis est venue la poupée à chantilly, un symbole de fertilité venu du Ghana que j'ai découvert et que j'ai trouvé fascinant. Cette figurine offerte aux femmes qui espéraient un enfant m'a bouleversée. Elle me rappelait mes années d'expatriation, ce mélange de culture, ce respect pour les traditions. Et quand j'ai créé la version bijou de la poupée à chantilly, j'ai reçu des messages de femmes. Certains m'ont dit être tombées enceintes après l'avoir portée. Est-ce le bijou? Est-ce la croyance? Je n'ai pas de réponse. Mais ce que je sais, c'est que pour elles, cette poupée avait porté quelque chose. Et ça, c'était immense. Le tiki kauna. Il y a aussi cette inspiration des divinités polynésiennes, protectrices des navigateurs et des surfeurs, un symbole de force, de courage, de connexion avec l'océan. Je me souviens d'une serveuse qui m'a dit un jour: je pars jamais à l'eau sans mon tiki. J'ai l'impression qu'il me protège des mauvaises vagues. Et je l'ai cru. Parce que moi aussi, je crois à ces petites forces invisibles qu'on emporte avec soi. Et enfin, la croix éthiopienne. Un bijou chargé d'histoire et de spiritualité. Il raconte une foi ancienne, un amour universel, une quête de lumière. Certaines clientes m'ont écrit en me disant qu'elles l'avaient porté comme un signe de protection intérieure, d'amour retrouvé, de paix. Ce n'était pas une croix ostentatoire, mais une croix intime, une confidence. Ce que je voulais, ce n'était pas seulement créer des accessoires. Je voulais créer des confidences, des bijoux qu'on ne choisit pas par hasard, qu'on ne montre pas à tout le monde, mais qu'on porte près de soi comme un secret. Pour moi, le vrai luxe, ce n'est pas celui qui crie, ce n'est pas celui qui s'étale sur les panneaux publicitaires géants. Le vrai luxe, c'est ceux qui restent discrets, confidentiels. C'est une adresse qu'on se passe en chuchotant, entre amis proches. C'est un bijou qu'on offre avec l'idée qu'il protégera, qu'il accompagnera. Et c'est exactement ce que je voulais pour Satine. Pas une marque de masse, mais une marque totem, une marque confidentielle. Au fil du temps, certains clients m'ont raconté leur histoire. Elles sont devenues pour moi les plus belles preuves que j'étais sur la bonne voie. Une femme m'a écrit: j'ai porté ton dollar des sables et je viens de trouver un travail que j'attendais depuis des mois. Je crois qu'il m'a porté chance. Une autre m'a dit: grâce à ta poupée à chantilly, je suis tombée enceinte. Je garde ce bijou comme un talisman de gratitude. Et cette surfeuse qui se voyait aller plus à l'eau sans son tiki. Ces histoires m'ont touchée profondément. Elles m'ont confirmé que mes bijoux avaient une force, pas seulement esthétique, une force invisible, mais bien réelle, pour celles qui les portaient. Je l'ai toujours dit, je ne voulais pas de bijoux bling-bling. Je ne voulais pas de clinquant. Je voulais du premium, oui, mais pas ostentatoire. Pour moi, le vrai luxe, c'est la discrétion. C'est ce qui reste rare, silencieux, intime. Un bijou qui raconte une histoire plutôt qu'un bijou qui en impose. C'est cette élégance silencieuse que je voulais pour Satine.
À ce moment-là, après Jaipur, après mes choix de matériaux, de totems, j'ai eu une évidence. Satin ne sera pas une énième marque de bijoux. Satin sera une marque habitée. Une marque qui porte des totems, des confidences, des légendes. Une marque qui ne vend pas seulement un objet, mais une émotion, une énergie, un héritage. Et ça, personne ne pouvait me l'enlever.